Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur René Cochard. Nous allons discuter de son dernier essai, Homme-Femme, ce que nous disent les neurosciences. Et pourquoi j'ai choisi de l'inviter? Parce qu'il me semble que c'est un magnifique essai qui permet en fait d'être connecté au réel sur les beautés et les spécificités de la femme et de l'homme. Alors bonjour René Cochard, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Xavier, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors nous allons commencer en fait cette discussion selon en fait votre essai, comment vous l'avez structuré, c'est-à-dire de la naissance à la mort, si j'ose dire. Donc les premiers temps de la vie, c'est la vie in utero. Est-ce que vous pourriez un peu plus nous en parler et expliquer ce qui s'y passe? Sur la vie in utero, c'est tout ce temps entre notre conception et le moment où on sort du ventre de notre maman, hein. C'est une longue et belle période. Quand on voit la fragilité d'un nouveau-né, on se dit qu'on sort peut-être trop tôt. Dans beaucoup d'espèces, on va rester plus longtemps que ça. Et ainsi, donc, les petits animaux, parfois, sont déjà capables de gambader dans l'heure qui suit. Non, nous, on va recevoir les fondations de notre humanité in utero. On reçoit nos fondations corporelles et psychiques. Nos fondations sont reçues à ce moment-là. Bien sûr, en fait, toute notre vie, on aura les chromosomes de l'espèce humaine et particulièrement de la masculinité, XY dans nos chromosomes, ou de la féminité, XX dans nos chromosomes. Donc ça, on l'aura toute notre vie. Cependant, XY ou XX agissent déjà très fortement pour donner les fondations d'une personne. De telle manière que quand on naît, NAIT, on est déjà homme dans son corps. On le voit, un petit garçon. Alors finalement, c'est un petit gars ou une petite fille. On pose à la maman ou au papa. Eh bien, on le sait dès la naissance et il en est de même du cerveau. Mais ça a été ignoré très longtemps. C'est-à-dire que c'est depuis peu, je dirais, surtout dans les 20 dernières années, qu'on a compris et montré que notre masculinité ou notre féminité était inscrite dans notre cerveau pendant la grossesse. C'est assez impressionnant. Il y a justement d'ailleurs les premières différences qui s'inscrivent en fait, qui sont par exemple les petites filles ou les petits garçons, déjà à 4 jours, arrivent à reconnaître le visage de leur mère. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, je pense que d'après les résultats que l'on observe, que en effet, si vous voulez, dès les premiers jours de vie, le petit bébé est déjà plus attentif à un visage qu'à un objet. Cependant, de manière étonnante, les petites filles sont plus intéressées par le visage de leur maman que ne le sont les petits garçons. Comme si la petite fille avait déjà des dons particuliers pour lire dans le cœur des gens en regardant les yeux. C'est assez frappant, cette aptitude donc à regarder dans les yeux et déjà dès les premiers jours, du bébé. Mais ce qui est impressionnant, si vous voulez, dans une maternité, c'est que si un petit bébé se met à pleurer, ça y est, c'est parti, une dizaine d'autres se mettent à pleurer. Tous, plus les filles. C'est-à-dire, dès la maternité, on voit que les petites filles, en moyenne, ont déjà cette aptitude particulière à être touchées émotionnellement par les besoins d'autrui. C'est biologique avant d'être conscient, cette capacité particulière à être sensible aux besoins de l'autre sont déjà inscrites de manière plus spécifique chez la petite fille. C'est l'empathie au final. Les femmes sont, enfin les petites filles sont beaucoup plus empathiques que les petits garçons. C'est ça, c'est en moyenne, la petite fille est en effet, Baron Cohen, qui est un grand scientifique anglais, dit câblé pour l'empathie, alors que le garçon, lui, est plutôt câblé pour l'analyse des choses globales, les mécanismes. Et lui, l'homme,
le petit garçon, mais l'homme, va avoir une empathie qui rentre par quel est le besoin de cet enfant qui pleure. Alors que la petite fille, en moyenne, c'est « Oh, un enfant est en train de pleurer ». Donc, elle entre par une empathie qui est plutôt émotionnelle. Le garçon va rentrer par une empathie plutôt cognitive. Non, c'est magnifique. Comme je trouve que, enfin, à travers cet essai, j'étais assez ému parce qu'il y a quand même, on voit quand même la beauté de la nature et que rien n'est laissé au hasard au final. Toutes les choses sont calculées, si j'ose dire, mais en tout cas, tout est bien fait pour qu'il y ait cette complémentarité et justement l'éloge des différences entre les sexes. Oui, oui, parce qu'en fait, je pense que la nature ne prépare pas des individus, elle prépare des groupes familiaux. C'est-à-dire que qu'on soit des petits éléphants ou des petits lions ou des petits loups ou des petits humains, la nature prépare des groupes pour la survie des petits et pour le groupe familial, le groupe sociétal, si vous voulez. Donc, du coup, il est nécessaire que, semble-t-il, que dans la société, c'est net chez tous les mammifères, il y ait vraiment des mâles et des femelles, et il y ait des vieux et des jeunes. C'est tout à la fois le sexe masculin et féminin, mais aussi les générations, sont déterminés par nos chromosomes. Donc, en effet, du coup, quand on dit la femme est empathique, elle est empathique parce qu'il est nécessaire que les mamans qui vont quand même assurer les premiers jours, les premiers mois de la vie du petit, ben, elles aient ces aptitudes. Mais cela, elles ne peuvent pas vivre seules, c'est très dangereux d'avoir des petits-enfants. Vous imaginez nos arrière-grands-parents, il y a des dizaines de milliers d'années, la dangerosité de mettre bas, d'accoucher un petit enfant. Il faut que le groupe soit capable de protéger cette maman qui vient de donner vie. Donc les hommes ont d'autres aptitudes qui viennent en complémentarité. Donc en somme, nos aptitudes, semble-t-il, sont faites pour le groupe familial. C'est assez intéressant de voir que Oui, on n'est pas fait pour soi-même, on est fait pour le groupe, quoi, quand même. oui, tout à fait. Euh, il y a d'autres choses aussi que vous mettez en avant. Ce sont les particularités déjà chez les petits garçons et les petites filles. Les petites filles sont plutôt chippies et vous dites que les petits garçons sont plutôt bagarreurs. C'est-à-dire qu'on voit déjà euh, peut-être le côté plus agressif, si j'ose dire, se développer chez le petit garçon. Oui, ben, disons que déjà, semble-t-il, d'après les neurosciences, il y a un retard dans l'acquisition des mots chez le petit garçon de 1 à 2 ans en moyenne. Donc, les filles savent jouer des mots. Et puis, les filles ont plus d'aptitude à voir ce qui se passe dans le cœur des autres. Donc, quand elles ont envie de taquiner, elles savent tout de suite où toucher. Donc, on les dit chippies parce que, de fait, elles ont cette aptitude particulière et qui leur donne cette tendance à taquiner par les mots. Le petit gars, lui, n'a pas tant de mots que ça, et il est plus global parce que biologiquement, il a moins de vocabulaire, mais il a moins aussi d'aptitude à lire dans la pensée de l'autre, donc il y va plutôt avec les points qui sont déjà mûrs avant. Mais voyez cette éventuellement agressivité, il me semble que si on pense bien à l'évolution des espèces et aux espèces, elle est faite pour défendre le groupe. Hein. C'est-à-dire que parmi les dons masculins spécifiques, il y a ce désir qu'on respecte la subsidiarité. C'est-à-dire la testostérone nous incline, nous hommes, à dire pas touche, ici c'est chez moi. La testostérone a cette activité particulière de nous pousser à ne pas accepter qu'on empiète sur notre domaine. C'est assez impressionnant. Et donc, vous voyez, quand on dit agressivité, c'est juste, mais vous savez, une maman qui défend son petit, c'est une mère louve. Hein. Et donc, les biologistes disent attention, notamment Robert Sapolsky, qui est un grand scientifique de Stanford University aux États-Unis, dit attention, ne nous trompons pas, la testostérone ne rend pas agressif. C'est-à-dire que l'homme est structuré pour défendre,
Et la testostérone, c'est une sorte d'engrais. La testostérone, tout à la fois, lorsqu'on est généreux, va nous donner le désir d'être très généreux, et lorsqu'on est agressif, d'être très agressif. Donc du coup, en somme, vous voyez, peut-être que cette attitude de défendre le groupe est même plus fondamentale, donc de défendre. Donc du coup, ça peut être une mission aussi. Il y a encore une autre différence qui est aussi très intéressante, c'est peut-être le rapport qu'ont les petits garçons et les petites filles au temps, TEMPS, c'est-à-dire vraiment que les petits garçons n'anticipent pas, font tout à la dernière minute. Et ça, je me suis quand même beaucoup reconnu dans cela. Et puis les petites filles, elles, non, anticipent Oui. les choses. Oui, c'est assez impressionnant en fait, hein. Il semblerait que, et un peu toute la vie ça, hein, finalement. C'est-à-dire que ce qui est un peu caricatural, c'est que nous, les garçons, on est prêts à prendre une décision, par exemple, allez chérie, on part vivre dans le sud, ça sera tellement mieux. Aujourd'hui, on a cette sorte d'aptitude à prendre une décision sans trop penser à tout ce qu'il y aura à faire. Donc, on n'anticipe pas les détails. Et or, la femme, elle, va dire, mais attends, chérie, c'est super de vouloir habiter dans le sud, mais il faut changer les enfants d'école, il faut, euh, il faut trouver une nouvelle maison, il faut vendre celle-ci, etc. Et donc, en fait, pourquoi semble-t-il? C'est que l'amygdale cérébrale, qui est le lieu où nous gérons nos émotions, qui est à la base du cerveau, l'amygdale cérébrale ne fonctionne pas pareil chez un homme et chez une femme. L'amygdale cérébrale, chez la femme, tient en permanence à jour une sorte de liste des actions à entreprendre pour atteindre un but. Et nous sommes comme protégés, les hommes, de l'accès à tous ces détails, vous voyez. Et encore une fois, enfin, comment dire, c'est comme vous le disiez, c'est très caricatural. Mais encore une autre différence qui est aussi très intéressante, je trouve, c'est que les petites filles aiment les histoires d'amour et les petits garçons aiment les histoires où il y a des chevaliers. Vraiment, hein. C'est impressionnant. C'est tellement caricatural qu'on se dit, mais en fait, ça, c'est des clichés, c'est dû à la société. On enferme les enfants dans des schémas. Et alors, évidemment, ils obéissent au schéma dans lequel on les enferme. C'est vraiment ce qu'on aurait tendance à dire aujourd'hui en particulier, ce qui est peut-être pas inutile non plus de taquiner ces réalités. Mais la science le confirme, en fait, hein. En fait, euh, la science le confirme. Quelque part, les femmes, semble-t-il, ont des aptitudes à la vigilance du cœur, hein. Et donc, une sorte de vigilance du cœur semble être l'apanage féminin, hein. Et récemment, j'ai été très touché de découvrir un travail scientifique, même deux travaux, qui montrent un des mécanismes qui font que les femmes ont tendance à s'organiser pour avoir des amis proches. C'est assez impressionnant, les groupes d'amis chers entre filles, quoi, comme on est amis et comme on s'entraide, si vous voulez. Et donc les scientifiques ont cherché très activement pourquoi, et il y a de belles études faites en Asie, je crois au Japon, très intéressantes là-dessus. Et on a trouvé, par exemple, une hormone qui a cette activité, c'est la progestérone, une des hormones de la femme, spécifique de la femme. Eh bien, la progestérone, lorsqu'elle est présente à forte dose, incline à faire des petits cadeaux enfin, comme si, aux amis proches. C'est-à-dire, de manière étonnante, sous l'effet de la progestérone, la femme va avoir tendance à faire des cadeaux aux amis proches, pas aux amis lointains. L'homme qui n'a pas cette hormone, souvent est taquiné, on lui dit, mais toi, tu t'intéresses jamais aux cadeaux, tu penses jamais aux cadeaux, heureusement que je suis là pour y penser. Oui, c'est vrai, c'est un don féminin que de penser donc à ce qui va permettre des liens. Et donc, en effet, vous voyez, quand vous dites les petites filles s'intéressent plus aux histoires d'amour, les petits garçons plus à la chevalerie, d'abord, c'est prouvé, hein, et c'est assez impressionnant. Simon Baron Cohen a été, vous savez, fait Lord. C'est un des derniers par la reine d'Angleterre qui est décédée maintenant.
Pourquoi? Parce qu'il a prouvé ces différences garçon-fille chez plus de 600 000 personnes. Une étude majestueuse et qui vient comme conclure des travaux nombreux, voyez, qu'il avait fait, qui montraient ces différences, comme vous l'avez dit, qui sont des différences en moyenne. Chacun de nous a cette belle diversité de personnalité. Mais disons que, en effet, en moyenne, sous-entendu biologiquement, quoi, nous avons un support avec des aptitudes, de manière qu'on peut être plus fort en maths ou plus fort en français, on peut être plus fort en empathie ou plus fort comme chevalier. Et en moyenne, en effet, les garçons ont un goût pour être chevaleresque et aussi des aptitudes. Avant que nous venions sur le sujet justement de la puberté, moi j'ai une question qui me vient. Comment expliquez-vous que dans une époque où la science domine partout, vos propos, votre science, si j'ose dire, ne fasse pas plus l'unanimité ou ne soit pas plus mise en avant? Parce que vous venez quand même, j'ai l'impression, à contre-courant total de ce qui est dit peut-être dans les médias ou dans la société de manière générale, même si, comment dire, même si le réel vous donne raison, évidemment. Comment est-ce que vous l'expliquez? Personnellement, je me dis qu'il y a probablement déjà un premier effet qui est l'effet donc de retard d'arrivée des connaissances. C'est-à-dire que le questionnement du genre, qui était important, qui devait se faire, c'est une affaire des années 1970. C'est-à-dire que dans les années 70, sous l'effet des philosophes de l'après-guerre, Sartre ou bien de gens comme Simone de Beauvoir, on a posé la question de la féminité et de la masculinité, ce qui était nécessaire parce que on quitte un paradigme qui est que l'homme, vu qu'il a les muscles, c'est lui qui va déplacer la charrue et qui va sortir le veau de la vache si ça sort pas, et pendant ce temps-là, la femme est au fourneau. Ce paradigme est terminé après la guerre. Et donc les sociologues cherchent, les philosophes cherchent quelle est la nature vraiment masculine et féminine. Eh bien nous sommes, à mon avis, nous sommes dans l'ère des années 1970-80 sur le plan de ce qui est diffusé sur le plan sociologique et philosophique dans disons, dans les médias, etc. Et une sorte de sidération du monde face à ces réflexions, alors que les données de neurosciences datent franchement principalement de 2000 à 2023. C'est vraiment actuel. Et donc, malheureusement, il y a une sorte de retard à l'allumage. Il faut vraiment faire un gros travail pour que nos contemporains bénéficient de cet enrichissement des neurosciences qui, à mon sens, voyez, sont clés pour se lancer maintenant dans un nouveau temps où le féminin donne son potentiel, ce qu'on voit déjà quand même arriver beaucoup dans les entreprises. Moi, dans mon groupe de recherche, l'apport féminin est extraordinaire. Mais maintenant, ne nous coupons pas de l'apport masculin, car l'apport masculin, une fois qu'on a dépassé les muscles, il y a beaucoup à donner. Voyez, donc, il y a beaucoup pour nous, hommes, à apporter. Et dans le fond, quelque part, les neurosciences nous le révèlent un peu, ces dons, ces inclinations et ces dons particuliers nous sont révélés progressivement, je dirais, chaque mois. Moi, je lis des revues de neurosciences, Hormones and Behavior, ou des choses comme ça, et on découvre petit à petit la propre masculinité, vous voyez. Alors justement, ce chapitre Qui suis-je, il y a un questionnement de la petite fille et du petit garçon à se dire, mais suis-je vraiment un garçon, suis-je vraiment une fille? Et ça, vous vous dites que c'est tout à fait naturel, que c'est normal. Oui, la difficulté du jeune qui dit, mais dans le fond, moi, est-ce que par hasard on ne serait pas trompé de corps, quoi, quelque part? J'étais plutôt une fille, on m'a donné un corps de garçon, ou bien je suis plutôt un garçon, on m'a donné un corps de fille. Franchement, quand je vois les hommes, ça me donne pas envie, un petit garçon qui est moche, ça me donne pas envie d'être comme ça, alors que les femmes, elles sont gentilles, elles sont belles, moi j'aimerais mieux être comme ça. Hein, ou l'inverse, une petite fille qui dit moi je ne veux pas être comme ces femmes qui risquent d'être agressées par des hommes dans le métro, je préfère moi être un garçon, je serais gentil. Donc en somme, ce désir
est un petit peu, on comprend, et d'autre part, c'est tout à fait, entre guillemets, normal d'avoir des difficultés en phase de croissance. De la même manière qu'on peut avoir des difficultés qui nécessitent de l'orthophonie, hein, ou des difficultés en maths ou en français. Moi, j'avais du mal en grammaire, en français, vous voyez. Eh bien, il a fallu qu'on m'accompagne. Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, il ne faut pas craindre de mettre en place un accompagnement pour que l'enfant devienne ce qu'il est. On lui montre la grandeur de son horizon et en lui disant, mais ne t'inquiète pas, ta croissance va se prolonger jusqu'à 22, 24 ans, tu vas recevoir, tu te trouves pas encore homme, mais attends, tu vas recevoir encore 8, 10 ans de transformation de ton être grâce à tes chromosomes et à tes hormones. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans une attitude où il est normal qu'un enfant d'aujourd'hui se pose ces questions parce qu'il ne peut pas se dire ben moi, de toute façon, vu les muscles, je sais très bien ce que je ferais. Non, pas du tout. Ce n'est pas nos muscles, nous hommes, qui feront notre apport dans la société. On a beaucoup d'autres choses. Et donc, d'une part, vous voyez, c'est très important que le corps social se rende compte qu'on est en mutation et donc qu'on accueille avec délicatesse ces difficultés de l'enfant comme d'autres difficultés. C'est très intéressant ce que vous dites, notamment sur le point de l'impatience, car c'est vraiment quelque chose de très moderne, d'être impatient, d'être capricieux et de vouloir tout de suite. C'est-à-dire maintenant, les changements de sexe ou de genre, je ne sais plus comment il faut dire, se font de plus en plus tôt. Oui. C'est très ennuyeux parce qu'en fait, vous le savez, ces enfants, donc, en fait, vous savez, ce qui se passe, c'est que ces enfants on leur bloque la puberté, par exemple. Donc, ce sera des enfants de petite taille. Et ils seront un peu comme des eunuques de petite taille. C'est-à-dire, ils n'auront pas de développement des organes sexuels parce que on ne peut pas, avec un petit garçon, faire une petite fille ou avec une petite fille, faire un petit garçon. C'est des choses très peu élaborées. Et puis, ce sont tous des personnes qui seront stériles. Ils sont tous stériles. Oui, parce on ne peut pas, vous voyez, en étant un homme, avoir la fertilité d'une femme, c'est pas possible, et inversement. Donc, en gros, c'est vraiment des mutilations très graves et irréversibles. Tous ces enfants, ensuite, à l'âge adulte, souffrent d'ostéoporose, ont des médicaments toute la vie, voyez, souffrent de solitude. C'est un non-retour. Il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Si c'est pas très précoce, il n'y a pas de retour en arrière. Vous voyez, donc en gros, alors même qu'ils ont encore beaucoup à recevoir pour devenir ce qu'ils sont, on les en prive et on leur laisse croire quelque chose qui n'est pas vrai. Normalement, un geste qui serait médical, il faut que la personne soit informée. Mais on n'informe pas de l'avenir réel de ces enfants. On ne leur dit pas, et ils ne sont pas en mesure d'imaginer l'ampleur du drame. Excusez-moi, c'est un peu triste ce que je dis, mais Oui, mais ils ne peuvent pas, parce que vous comprenez, tellement dans reset, quoi, dans les jeux vidéo, reset, je repars, quoi. Et non, on ne reset pas sur la biologie, vous voyez. C'est qu'on ne peut pas repartir. Et donc, il me semble qu'il faut vraiment faire un travail d'information paisible pour que vraiment les parents, les enseignants et les enfants soient mieux informés sur cette situation étrange qui leur est proposée. oui. Alors maintenant, nous allons peut-être aller sur un sujet un peu plus joyeux, Oui. c'est-à-dire que après la puberté, qu'est-ce qui se passe? C'est les premiers amours ou le premier amour. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer les différences entre le petit garçon et la petite fille ou l'adolescent et l'adolescente lorsqu'il a son premier amour? Ah, c'est très beau ça. Alors en fait, oui, si vous permettez, donc je décris un tout petit peu l'adolescence pour situer la situation. Hein, c'est-à-dire que c'est la fameuse deuxième douzaine. Hein. C'est-à-dire que de l'adolescence, ce n'est pas l'âge bête, c'est un temps extraordinaire qui dure 12 ans, qui commence au début de la puberté, qui comporte 3 parties. La première, c'est la puberté. Elle nous rend fertile, capable de transmettre la vie et d'être amoureux. Ça, c'est la puberté. Ensuite, c'est la poursuite de l'adolescence, les 4 années où on passe de
la vie familiale chez papa-maman à la vie sociale dans le monde. Et la troisième partie de la deuxième douzaine, c'est l'émergence de l'âge adulte. Donc, qui va être très particulière et spécifique de l'espèce humaine. Et donc, en fait, quand le petit garçon tombe amoureux, à ses premiers émois amoureux, on peut en avoir eu très tôt, même dans la petite enfance, hein, mais là, vous me parlez des émois amoureux du jeune ado qui est au sortir ou même encore en puberté. Bien. Eh bien, on le sait tous, l'amour rend aveugle, hein, c'est pas mal dans le fond hein, d'être un peu aveugle, mais c'est un émoi très fort et qui est en fait déjà une attirance sexuelle comme on peut l'avoir à l'âge adulte. C'est-à-dire en fait la puberté, nous la partageons avec tous les autres mammifères. Et dans beaucoup d'espèces, une fois qu'on a fait sa puberté, on peut avoir des petits et transmettre la vie. C'est-à-dire au-delà de la puberté, eh ben ça y est, pour certaines espèces, on est déjà dans l'âge adulte. Pour d'autres espèces, je pense par exemple aux éléphants, il y aura la poursuite de l'adolescence, c'est-à-dire il y aura le deuxième étage de la fusée que nous avons aussi, c'est-à-dire le passage de la vie intrafamiliale, papa-maman, à être capable de vivre dans la société. Et pour nous, donc, nous avons le troisième étage de la fusée. Donc, au sortir de la puberté, nous sommes physiquement capables de transmettre la vie. On est tout à fait psychiquement capable de tomber amoureux, mais il nous manque 8 années pour être vraiment adulte, c'est-à-dire être en mesure de vivre dans la société et avoir les 4 années de l'émergence de l'âge adulte qui nous rendent aptes à partager, à peser le pour et le contre entre le rationnel et l'émotionnel. C'est-à-dire, évidemment, quand on est amoureux, on a ce qu'on appelle le système limbique, c'est la zone des émotions, qui est ouvert comme une grande porte. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans le corps, les émotions du corps, une amie qui nous touche la main, monte immédiatement en haut du cortex. C'est le premier, c'est ES en anglais, emotional seeking. En fait, on a les émotions qui passent très facilement du corps au cerveau ou du cerveau au corps. Si on est touché par une fille, immédiatement le corps est chamboulé lui aussi, parce qu'il n'y a pas encore de gestion de la porte des émotions à la base du cerveau. Et on n'a pas non plus l'émergence de l'âge adulte, qui se fait autour de 20 ans, qui a pour rôle de nous aider à peser le rationnel et l'émotionnel. Donc, un jeune amoureux de 14 ans peut très bien dire, mais je l'aime, mais c'est pour toute la vie, il est sincère, parce qu'il n'a pas du tout, il n'est pas en mesure de gérer l'équilibre entre l'émotionnel et le rationnel. Il lui manque le développement du lobe préfrontal. C'est-à-dire autour des 20 ans, on a le lobe préfrontal qui se développe et qui nous permet de peser tout à la fois l'émotionnel et le rationnel. Vous voyez. Donc ce bel amour, si j'ose dire, du jeune garçon, il est bon qu'il sache, c'est ce que pense Dan Siegel, qui est un spécialiste, c'est lui qui a découvert la deuxième douzaine, eh bien lui, il pense qu'il faut informer le jeune pour qu'il soit en mesure de prendre ses décisions de ces 3 temps, vous voyez, de manière à ce qu'il sache, quelque part, il se situe dans sa propre évolution et qu'il sache conduire sa vie en tenant compte du fait qu'il y a bien 3 étages et où il en est dans les étages de construction de sa personnalité. Donc en fait, il est prêt à avoir des rapports sexuels, mais il n'est pas prêt à être père. Voilà, vous avez résumé. Il n'est pas prêt, ni même conjoint, dans le fond. Ni même conjoint, parce qu'il ne pourrait pas prendre soin de... il peut prendre soin quelques mois, il peut prendre soin... Il est très rare que le jeune ait déjà l'aptitude qui nous est donnée normalement par notre développement neuronal ultérieur. Donc, ça arrive. Il y a des personnes qui sont particulièrement en avance, si j'ose dire. Mais bien souvent, il n'est pas en mesure, il voudrait, mais il n'a pas les aptitudes. Il lui manque 8 années de développement. Il y a aussi déjà là des différences qui sont assez claires. Vous l'écrivez.
comme quoi les filles vont regarder peut-être de manière plus globale le garçon, et le garçon va regarder plus des spécificités chez la Vrai, fille. oui, vraiment le beau, que nous soyons hommes ou femmes, nous avons un sens du beau. D'ailleurs, le sens du beau, vous savez, est dans toute la nature. Hein, c'est-à-dire que de la même manière que l'insecte est attiré par une fleur, le lion par la lionne, le loup par la louve, l'oiseau aussi. Hein. Alors, nous ne sommes pas sur les mêmes branches de l'évolution des espèces. Les oiseaux aussi ont un attrait spécifique. Nous avons le goût pour la beauté qui est écrit dans notre cerveau. Et en effet, le goût pour la beauté est particulièrement développé, la beauté, ce qui émerveille. Ce qui émerveille, parce que qu'est-ce que la beauté? C'est ce qui émerveille. En fait, il y a deux choses qui émerveillent. Il y a, en fait, c'est l'émerveillement et le désir de prendre soin. C'est-à-dire qu'en fait, on est touché par deux choses, la beauté et la vulnérabilité. Et donc, face à la beauté ou la vulnérabilité, on est mis en route vers l'autre par l'émerveillement et l'empathie. Or, cela n'est pas du tout la même chose chez l'homme et la femme. Comme vous l'avez dit, la femme va plus regarder la globalité de la personne. C'est pas obligatoirement les traits, c'est pas les traits physiques éventuellement, c'est des traits de masculinité qui attirent, et ça a été très bien quantifié, des traits de masculinité qui attirent, alors que l'homme va être plus touché par d'autres choses du corps, hein, que ce soit le visage, la silhouette. Vous savez que si on montre des silhouettes, même en ombre chinoise, sur un écran à des hommes, ils peuvent choisir les silhouettes qu'ils trouvent le plus belles, et ce sont les silhouettes des femmes en période fertile. C'est impressionnant combien c'est fin cette aptitude qui nous est donnée à nous émerveiller et du coup à perdre un peu nos forces face à la beauté d'une silhouette. Hein. Voilà. Alors que ça sera souvent beaucoup moins seulement esthétique chez la femme. Elle choisit, elle a des aptitudes à choisir son potentiel conjoint. Et il y a des choses absolument incroyables. C'est que on a montré récemment, dans les 5 dernières années, que la femme en période fertile, eh bien, en période fertile, elle a plus de désir des hommes aux traits masculins. Ça, c'est sous l'effet des estrogènes. Mais sous l'effet de l'ocytocine, elle est mise en garde contre les hommes à la langue bien pendue. C'est-à-dire, elle est comme protégée contre des hommes qui en racontent beaucoup, mais qui sont potentiellement pas très fidèles. Donc, vous voyez, une sorte de jeu hormonal entre l'attrait et la protection, parce que nous sommes une espèce qui est monogame, et la femme est comme protégée contre, partiellement, mais protégée contre ce qui serait un attrait qui pousse pas vers la monogamie. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais ça, par rapport justement à l'émerveillement, ça c'est Pascal Quignard qui en parle dans Le sexe et l'effroi. Il explique comme quoi, à l'époque, dans la Rome, on disait le phallus, il s'appelait le fascinus parce que l'homme devait fasciner, donc la femme devait être émerveillée. Donc c'est très intéressant. Maintenant, on va passer justement à peut-être à ces où on a 24 ans, entre 20 et 24 ans, c'est-à-dire où on est en âge d'être père. Donc ça, c'est quand l'homme devient père et quand la femme devient mère. Vous avez un chapitre qui est bien précis. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer peut-être ce qui se passe d'abord chez la mère lorsque elle est enceinte, donc il y a la grossesse et les premiers mois. Il y a plein de choses qui changent, j'imagine, au niveau des hormones, au niveau de son corps. Oui, c'est ça. En effet, porter un enfant en soi, c'est pas rien. Hein. Euh, ce ne serait pas acceptable sans un accompagnement hormonal. Ça serait un corps étranger. Hein. Et ces hormones, notamment donc, la progestérone, qui est très élevée pendant la grossesse,
permet à la mère, à la femme, une mère, d'accepter un enfant dans son ventre. C'est un tranquillisant, quelque part, si vous voulez, qui l'apaise et qui fait qu'elle ne réagit pas du tout pareil qu'un homme au stress. Une femme enceinte ne réagit pas au stress de la même manière que quelqu'un qui n'est pas enceinte. Sous-entendu, son psychisme, elle est aidée à accepter ce petit enfant. Mais les 3 mois qui précèdent l'accouchement, elle est préparée pour ce qu'elle va vivre après. C'est-à-dire avoir le petit bébé dans les bras, fragile et tout, à nourrir et à prendre soin, à dorloter. Donc biologiquement, elle est aidée. Ses hormones changent. L'ocytocine augmente en elle. Et en fait, on cite une hormone, l'ocytocine, mais c'est un bouquet d'hormones. Et donc, elle est préparée hormonalement à accueillir ce petit. Et voilà que le petit apparaît. Donc, en somme, ce que disent les neurosciences, c'est que la grossesse prépare la maternité. Beaucoup de femmes disaient, moi, vous savez, honnêtement, avoir un enfant, ça, c'est bon pour les autres, moi, je n'aurai pas d'enfant. Et des jeunes femmes s'inquiètent en se disant, je ne suis peut-être pas femme parce que j'ai surtout pas envie d'être mère. Il ne faut pas qu'elles s'inquiètent. C'est la grossesse qui fait la mère. C'est la grossesse et ensuite l'allaitement et le bébé. Voilà le petit qui sort. Comme par hasard, tous les bébés ont la tête plutôt ronde, que ce soit le bébé humain ou le bébé chat ou le bébé de tous les mammifères, c'est tous ceux qui auront besoin d'être pris en charge, eh bien, ils ont la frimousse plutôt ronde. Et la frimousse ronde est un élément qui va aider la maman à s'attacher à lui. Il y a son odeur, il y a la caractéristique de sa peau, et il y a le fait qu'il est vulnérable. Donc tout cela déclenche en elle l'émerveillement et l'empathie. Et donc s'il est si riche que ça en empathie, c'est parce que c'est tout à fait nécessaire. Et donc en elle, voyant ce petit, elle a l'ocytocine qui monte en elle, hormone de l'attachement. Mais l'ocytocine, c'est aussi l'hormone qui éjecte le lait. Donc quand le bébé tète le sein de sa maman, eh bien, quand le bébé tète, il y a 2 hormones qui se produisent dans le corps et le cerveau de la maman. L'ocytocine et la prolactine. L'ocytocine, c'est pour faire éjecter le lait. La prolactine, c'est pour préparer la prochaine tétée. Eh bien, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Cela l'attache à son petit. Et la prolactine, c'est l'hormone du prendre soin. Cela l'incline à prendre soin. Et il y en a besoin, parce que quand on voit ce qu'il y a à faire, le petit, il dort pas, il crie, il fait caca, il faut le changer, etc. C'est toute une aventure. Sans notre support hormonal, on est désemparé. Donc, il est important que nous ayons ce support hormonal. Et le papa, pendant ce temps-là, lui, eh bien, en fait, le papa, dans les 3 mois qui précèdent l'accouchement de sa femme, s'il vit aux côtés de son épouse, il a 3 hormones qui changent. Il a la testostérone qui baisse. De 40%. Voilà, c'est impressionnant. C'est-à-dire, en fait, il n'a plus cette giclée de progestérone qui, le matin, nous fait aller dehors, nous, hommes. Donc, le matin, on a 40% de testostérone en plus, comme pour nous pousser dehors. Vas-y, mon gars, il faut que tu t'occupes de la société, il faut que tu t'occupes de cette famille. Hein, et donc, il est comme apaisé en testostérone progressivement au cours des 3 derniers mois. Et plus il est apaisé, plus il s'occupera de son petit. Il y a une corrélation statistique entre l'évolution de la testostérone avant l'accouchement de sa femme et son aptitude à s'occuper de son petit trésor. Et la prolactine, hormone du prendre soin, et l'ocytocine aussi augmente chez lui s'il est au contact de sa femme et si la relation est douce. Et bien entendu, tout ça peut être totalement détruit par une relation d'agressivité mutuelle, etc., qui fait qu'à ce moment-là, les hormones réagissent. Et vous savez qu'en situation d'agression, la testostérone augmente. Donc, on n'a pas tendance à rester à prendre soin. Voyez. Donc, c'est très important, c'est ce qu'on appelle la synchronie biocomportementale, c'est-à-dire que entre ce que l'on vit et ce que l'on a en nous pour nous aider à vivre, c'est très important, c'est très lié. Et le petit
a besoin de son papa comme de sa maman. Et biologiquement, ça c'est impressionnant. L'empathie de la maman se développe quand elle caresse son petit, quand elle lui babille avec lui. Donc l'ocytocine augmente quand elle babille elle parle avec son petit. Et le papa, c'est plutôt quand il jette l'enfant en l'air. Vous avez vu ce geste extraordinaire des papas qui ont tendance à jeter le petit, à jouer avec lui, à jouer des poings, à se rouler avec lui. À ce moment-là, l'ocytocine du papa fleurit et la prolactine. Voyez. Donc, nous avons tous deux des aptitudes innées, chromosomiquement données, mais chez la femme, c'est la grossesse qui éclaire le moteur, qui met en route. Alors, chez le papa, c'est quand il s'occupe de son petit que cela se développe vraiment. C'est-à-dire, on a le support biologique, mais c'est en s'occupant du petit que, vous savez comment on dit, c'est en mangeant que l'appétit vient, c'est en s'occupant du petit que l'appétit à s'en occuper vient. Ça, c'est impressionnant. Il y a encore deux choses, moi, qui m'ont marqué. Le premier, c'est que l'homme, lorsqu'il regarde sa femme donner le sein, il y a justement cette hormone de l'empathie qui, chez lui, se développe et qui va beaucoup plus s'attacher à son épouse et à l'enfant. Et l'autre chose aussi, ce qui est très intéressante, c'est que la mère va développer ses compétences et sera beaucoup plus spécialisée, si j'ose dire, après la naissance de l'enfant. Vous touchez des points essentiels, en effet. Donc, le père est aidé à s'attacher à la mère. La beauté du sein, c'est pas pour rien. Hein. C'est que, voyant le bébé téter sa maman, l'homme a son ocytocine qui augmente d'attachement à l'enfant, mais aussi à la mère. Hein. Et les aptitudes que nous obtenons en nous occupant des enfants, nous les gardons le restant de nos jours, aussi bien la maman que le papa. C'est pas étonnant si dans les entreprises, on repère volontiers une femme qui a des enfants, parce qu'on sait qu'elle a acquis toutes ces aptitudes. Et chez le papa, c'est la même chose. C'est un papa qui s'est occupé de son petit, on le voit en imagerie cérébrale, les zones du prendre soin se développent. En effet, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Notre cerveau, c'est comme un muscle. Quand on s'en sert, il se muscle, il se développe. Les zones dont on se sert se développent. Et donc, en effet, c'est un acquis qui nous restera. Et là, lorsqu'il y a un deuxième enfant, on voit que beaucoup plus vite, c'est un peu comme un vaccin, vous voyez. Quand on a une deuxième injection, les anticorps montent plus vite. Eh bien, à un deuxième enfant, les hormones de l'attachement, du prendre soin, se développent plus vite pour une deuxième grossesse. Mais alors, quel rôle doit jouer le père pour qu'il ne se substitue pas à la mère? Parce qu'aujourd'hui, on le voit peut-être, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Suisse, il y a des votations qui vont dans le sens d'avoir un congé paternité, déjà avoir un congé paternité, puis ensuite d'avoir un congé paternité qui est plus grand, 5 semaines, 6 semaines, qui sera même au même niveau que le congé maternité. Alors, comment faire là? Oui, dans le fond, moi, vous voyez, ce que je me dis, c'est que, en fait, nous avons des dons particuliers, les hommes, qui nous sont donnés par la nature. Et dans le fond, tant mieux si on peut s'occuper un peu mieux de nos enfants parce qu'on veut leur apporter autre chose que ce qu'apporte la maman. C'est-à-dire que vraiment, dans notre espèce comme dans les autres espèces, parce que quand vous étudiez les autres primates ou vous étudiez les autres mammifères, vous voyez que le mâle et la femelle n'enseignent pas la même chose. Regardez le petit renard, par exemple. Le papa renard cache des choses pour que le petit renard apprenne à trouver les choses sous les feuilles, ou etc. Donc nous, les pères, avons des dons particuliers et donc nous allons apporter à nos enfants des choses particulières. Ce qu'il ne faut pas croire, par contre, c'est que l'un remplace l'autre. Le papa ne remplace pas la maman. La maman ne remplace pas le papa. C'est qu'en fait, nous apportons des choses complémentaires. Donc, à titre personnel, je me dis, dans le fond, nos enfants nous ont beaucoup manqué, si j'ose dire, pendant des générations, surtout dans les villes, parce qu'à la campagne, vous savez, moi je vois les petits, j'étais de la campagne personnellement, eh bien, le papa paysan,
son petit le suivait autant que la maman, si vous voulez, pas au même endroit. Donc je pense que hommes et femmes, nous apportons des choses différentes. Ce qu'il faut surtout pas, par contre, c'est tomber dans un langage où ah non non, on coupe les besoins de l'enfant en deux. Toi tu fais la moitié, moi je fais l'autre moitié. Ça c'est archaïque. Ça serait s'appauvrir. Nous avons des dons complémentaires. Donc l'un fait mieux quelque chose, l'autre fait mieux autre chose. Mais au même moment ou à des temps de l'enfant différents? C'est-à-dire que la mère a une place plus importante après la naissance, ou le père vient plus tard? Pas Oui, forcément. oui, ce que vous dites est important. Si vous voulez, on est trop tôt, c'est trop tôt prétendre euh, tout clore sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que biologiquement, la femme a des aptitudes et biologiquement plus grandes pour le soin corporel du petit. Et donc, voyez, par exemple, je trouve bien qu'on se répartisse les tâches. Et par exemple, vous voyez, je vais être simple, je trouve bien que les hommes s'occupent moins du bain des petits que les femmes. Parce que le soin au corps, c'est plus un don biologiquement donné aux femmes. Et donc, pour plein de raisons, il paraît bon de s'entraider, mais ne pas croire qu'on peut se remplacer. Dire le lundi, ce sera toi, le mardi, ce sera moi. Ça, c'est bon pour le ménage, mais c'est pas bon pour les enfants. Il me semble, voyez. Oui, je comprends. Vous parliez avant du fait que nous étions une espèce monogame. Vous parlez aussi de l'importance de la tendresse et donc de la fidélité. Est-ce que vous pourriez peut-être faire un résumé entre la monogamie, l'importance de la tendresse et par conséquent de la fidélité pour créer cette famille qui permettra d'avoir l'enfant qui sera dans de bonnes conditions? Merci beaucoup, c'est une très très bonne. Pour moi, c'est un sujet vraiment. J'ai été émerveillé de lire tout ça. Si vous voulez, il y a des espèces qui sont monogames, mais pas par choix. C'est-à-dire que c'est biologiquement défini. Ils sont monogames quoi qu'il arrive. Le loup, par exemple, le campagnol des prairies aux États-Unis, certaines espèces d'oiseaux, les inséparables, sont monogames et jusqu'au dernier jour, ils seront monogames. Si l'un des deux meurt, l'autre reste seul. C'est vraiment une monogamie génétiquement déterminée totale. Dans l'espèce humaine, nous avons ce qu'on appelle une aide à la monogamie biologique, mais il manque à compléter par la liberté. C'est-à-dire que nous avons une inclination, une inclination au goût pour la monogamie, mais il faut combler le reste par la liberté. Nous ne sommes pas biologiquement déterminés par nos instincts à rester monogames. Donc, voyez, par exemple, dans l'union intime, lorsqu'il y a l'union intime, eh bien, tous deux, hommes et femmes, nous sécrétons ocytocine et prolactine, mais aussi dopamine, sérotonine, qui nous aident à nous attacher l'un à l'autre et à avoir envie de prendre soin l'un de l'autre. Donc, c'est des supports de notre fidélité, évidemment. Bien sûr, si on le gaspille en le vivant avec d'autres personnes, eh bien, on perd cette aide à la fidélité. Lorsqu'un petit enfant naît, il semblerait il semblerait, c'est sûr, d'après les biologistes, qu'on ait aidé entre 2 et 7 ans en moyenne pour être fidèle. On a un support biologique qui nous encourage à être fidèles, qui dure 2 à 7 ans. Donc en somme, ce sont des choses qui nous aident, mais il faut ensuite dire je veux. Or, on a parlé de la plasticité cérébrale, et pendant qu'on est aidé, on peut développer cette aptitude à la fidélité. Vous avez parlé des caresses, c'est très important. Dans toutes les espèces, il y a des gestes qui inclinent à l'attachement, à la monogamie. Et nous, la caresse est très importante. La caresse est très importante. Donc, en dehors même de l'union intime, il est très important d'utiliser la caresse avec délicatesse et en sachant que c'est une richesse à ne pas gaspiller, si j'ose dire,
et à vraiment utiliser comme une force. Donc en effet, nous avons comme cela des choses qui nous aident à être fidèles et donc monogames. Pourquoi si vous voulez, la monogamie dans les espèces, dans l'évolution des espèces, est attachée aux besoins du petit. Étant donné que nous, un enfant aura besoin de ses parents 22 à 24 ans, on dit en moyenne chez les filles 22 ans, 24 ans chez les garçons, donc, et puis on a besoin les uns des autres toute notre vie, mais disons qu'un besoin fort, parce qu'on se développe pendant 22 à 24 ans, eh bien, la biologie a géré deux choses. Elle a géré le goût à la monogamie et elle a géré aussi l'aide des autres générations. C'est-à-dire tout ça est génétiquement déterminé. Sous-entendu, c'est un support biologique qui a été nécessaire pour que notre espèce survive. Vous imaginez, pendant ce million d'années où on a erré sur cette terre sans l'eau, le gaz et l'électricité, il a fallu l'entraide pour élever les petits, protéger les vieux, etc. Ils l'ont fait aussi bien que nous. Et donc, nous avons un support biologique pour la structure familiale. Les groupes familiaux ne sont pas déterminés par la société. Les groupes familiaux sont déterminés par les chromosomes. C'est-à-dire que la famille lion ou la famille éléphant, entre guillemets la famille éléphant, c'est la société éléphant, ou la famille loup, ou la famille, vous voyez, c'est vraiment déterminé génétiquement. Alors là, il y a un dernier point, je pense que ça nous permettra de boucler la boucle avant de passer sur peut-être la dernière partie de votre livre. Ce sont les contraceptifs. Donc si je vous suis bien, l'importance de la monogamie, l'importance de la famille, de la structure familiale, le fait que nous ne soyons pas prêts à être pères avant 22, 24 ans, visiblement, la société vient combler cela avec les contraceptifs. Mais vous dites non, les contraceptifs ne sont pas bons et vous alertez sur cela. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu plus nous expliquer? Oui, je m'en suis fait un devoir. Je m'en suis fait un devoir parce que c'est pas une pensée très commune, mais en lisant les travaux, j'ai constaté qu'il fallait oser le dire. La contraception des ados est une mauvaise bonne idée. Ça paraît être une bonne idée, vu qu'ils ne peuvent pas avoir de petits, autant les contracepter. Mais il y a deux problèmes biologiques que montrent les résultats scientifiques. Un, c'est que déjà, les hormones de la jeune fille, ce sont ces hormones de la puberté, en fait, qui structurent le cerveau. Donc, priver une jeune fille de ses hormones naturelles, c'est dommage. C'est comme, vous voyez, la priver d'une aide à devenir femme. Elle est femme, une fille qui a pris la contraception, elle est femme, elle est belle, elle sera sûrement une bonne maman. Oui, mais elle n'est pas aidée, elle n'a pas été aidée par tout ce qu'apportent normalement ces hormones naturelles pour finaliser l'aide que lui apporte la biologie. Et quelque part, on la prive, ça c'est ennuyeux. Et deuxièmement, le contenu même, les hormones, il y a deux hormones dans la pilule, l'estradiol, si j'ose dire, et des progestatifs. L'estradiol ne semble pas perturber le cerveau de la jeune fille, mais les progestatifs, en fait, sont malheureusement androgénisants, c'est-à-dire masculinisants, ou anti-androgénisants, qui, du coup, privent la jeune fille du minimum de testostérone dont elle a besoin, d'androgène dont elle a besoin. Donc, en somme, malheureusement, ces produits chimiques ne remplacent pas du tout les hormones naturelles. Et le deuxième aspect, il est plutôt dans ce que vit la jeune femme et ce que vit finalement la jeune société. C'est-à-dire, alors même que notre support biologique vise à nous aider à être monogames, mais dans cela, on le voit, disperser notre sentiment amoureux sur de nombreuses personnes ne va pas nous aider à être monogames. Ça ne va pas aider les jeunes. D'autre part, ils ne peuvent pas accueillir un enfant à cet âge-là. C'est exceptionnel qu'on puisse accueillir un enfant dès 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est très rare des personnes qui seraient aptes.
Donc, en fait, on met la jeune société, biologiquement la jeune fille, et globalement, dans une sorte de... comme si, vous voyez, on, on- on leur disait non, 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 tu n'as plus rien à gagner, tu es adulte, c'est fini, maintenant tu es adulte, alors même qu'ils ont 8 ans au-delà de la puberté à bénéficier. Donc, pour moi, l'idée que j'ai, l'image que j'ai, c'est quand on veut lancer un satellite. On veut lancer un satellite, on donne à la fusée 3 étages pour ensuite que le satellite tourne autour de la Terre. Et là, on fait partir le premier étage de la fusée, la puberté, on dit ça y est, on lâche le satellite. Ben, le satellite, il va avoir du mal à rester en orbite, hein, parce qu'il lui manque deux étages. Donc je pense que, vous voyez, on a trop placé ça sous des termes de permis défendu ou de choses comme ça. Non, je crois qu'il faut qu'on regarde paisiblement. Il serait bon déjà d'arrêter les hormones, laissons les hormones faire ce qu'elles ont à faire, et puis réfléchir à ne pas mentir aux jeunes, lui dire qu'il va encore bénéficier de ces 2 temps de l'adolescence avant d'être en mesure de bâtir. Pour l'aider, en effet, à être un adulte monogame. Hein. C'est assez important, vous voyez. Vous me faites penser aux campagnols des prairies et des montagnes aux États-Unis. Le campagnol des prairies, il est bon conjoint, bon papa. Il aide même sa femelle à mettre bas. Et c'est un bon papa, il s'occupe de ses petits. Celui des montagnes, il est mauvais conjoint, mauvais papa. Et ni s'occupe de... Il est vraiment infidèle au possible, et il ne s'occupe pas de ses petits. Et j'ai peur que la société nous prive quelque part de cette aide que donne la biologie pour être bon papa et bon mari. C'est fait qu'on le devient peut-être, mais à la force du poignet, parce qu'on été, on a un peu, on nous a un peu, ou on a un petit peu été privés de garde-fous qui nous aident, parce que c'est pas si simple que ça d'être fidèle et bon papa. Hein. Ça nécessite un engagement fort, mais cet engagement est plus difficile à tenir si la biologie n'est pas là pour nous aider. C'est une proposition. Oui, tout à fait. Mais surtout aussi avec, à l'heure actuelle, le monde moderne qui nous pousse justement à de moins en moins d'attachement et on le voit dans les familles où les divorces explosent et les infidélités explosent aussi. Mm. Alors maintenant, dernier point. Alors vous expliquez justement qu'il y a la place des neurosciences. Alors je trouve très intéressant aussi parce que la science a été, si j'ose dire, un peu délégitimée depuis peut-être 2 à 3 ans où on a dit tout et son contraire et puis il n'y a pas vraiment de consensus. Alors vous parlez justement du constructivisme et du scientisme. Et vous dites, il ne faut pas justement tomber trop dans un schéma ou dans l'autre, il faut essayer de trouver un juste milieu. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le constructivisme et qu'est-ce que le scientisme par rapport justement à la place des neurosciences dans la biologie? Vous qui êtes philosophe sauriez mieux répondre, mais je vais répondre de mon mieux en tant que scientifique. Le scientisme serait une attitude qui dit la vérité de l'homme, elle est dans la science. Regardez comment la biologie se déroule et tout est dit. Ça, c'est terriblement pauvre parce que nous ne sommes pas qu'un amas de molécules. On le sait, les millénaires nous l'ont appris, qu'on est tellement plus que ce qu'on ne semble être, n'est-ce pas? Et donc, le scientisme, c'est pathétique. C'est plutôt une affaire finalement du début du XXe siècle. On en est revenu, et heureusement, parce que heureusement qu'on s'enrichit de ce qu'on appelle le bon sens, c'est la philosophie, la théologie, c'est les cultures religieuses ont beaucoup à nous apporter aussi. J'ai entendu des millénaires de réflexion et du vivre ensemble, ce qu'on apprend en famille, etc. La grammaire de la vie qu'on apprend de ses anciens, quoi, des vieux, ou de ces, voilà. Tout ça, ce n'est pas la science. La science, donc, participe à la réflexion, mais ne la définit pas. L'autre danger, c'est le constructivisme, qui est un petit peu l'avatar des années Sartre, Simone de Beauvoir. En effet, on comprend leur questionnement, on l'a dit tout à l'heure, qui était utile et nécessaire,
mais tout n'est pas déterminé quand je nais. Je vais encore devenir, et quelque part, je vais bâtir à partir de ce que je suis. Le constructiviste, dire je vais bâtir, refuse le à partir de ce que je suis. Donc, si je désire être un homme, eh ben, ma foi, même si je suis une femme, je vais tenter d'être un homme. C'est pathétique, c'est mensonger parce qu'on ne peut pas. C'est que le constructivisme oublie que nous sommes des êtres matériels, de chair. Nous ne sommes pas des idées. Et en effet, si nous n'étions que des penseurs, on pourrait dire, ben non, mais moi, je veux penser en femme, ou je veux penser en homme. Non, au contraire, l'unité de l'être fait que nous sommes corps-esprit, et c'est fantastique. Et donc, nous allons donc, en somme, l'inné et l'acquis, la nature et la culture se développent en continuité. La nature développe, la culture développe ma nature. L'acquis va développer à partir de l'inné. Vous savez, en biologie, l'acquis, c'est le phénotype, c'est l'interaction entre le génétique et l'environnement. Évidemment, ma personne se développe en fonction de mon environnement. Si je suis célibataire, je vais développer mon empathie autrement qu'en m'occupant de mes propres enfants. Je vais développer tous ces dons que j'ai, mais en fonction de ce que je vis. Si je suis papa, grand-père, c'est mon cas, ben, j'apprends, en ce moment, je développe mes dons masculins de grand-père, mais ces dons sont écrits en moi et je les développe. Donc, en somme, l'acquis se construit à partir de l'inné. Voilà, donc en somme, c'est pour ça que donc scientisme, dire que tout est, je ne suis qu'un Lego, quoi, hein, des objets, quoi. On peut construire avec des Legos, on peut construire n'importe quoi, une voiture, puis après un avion, hein. Mais non, nous ne sommes pas des Legos. Et le constructivisme dirait que on va tout faire à partir de rien. Et ça aussi, c'est pauvre. Donc, selon vous, on est femme et on le devient, contrairement à Simone de Beauvoir qui dit on ne naît pas femme, on le devient. La deuxième partie de sa phrase était juste. Mais le premier, il faudrait changer l'orthographe. Elle a écrit on est femme, N-A-I-T, et on le devient. Moi, je propose qu'on est femme, E-S-T, et on le devient. Et, la deuxième partie est une richesse de Simone de Beauvoir, mais la première est une erreur biologique. Elle ne pouvait pas le savoir en 1949 ou 7. D'accord. Cher René Cochard, merci beaucoup. J'invite évidemment les personnes qui ont regardé cette vidéo à acheter le livre qui est vraiment extrêmement intéressant. Il y a plus de 500 références à la fin, 528, qui permettent quand même de bien argumenter sur le sujet et qui, pour moi, m'a permis de comprendre beaucoup de choses. C'est très accessible et je trouve qu'on reste connecté au réel. C'est-à-dire que avec de la science, on arrive à voir ce qui se passe dans la société et on met vraiment en avant la beauté de la féminité et de la masculinité. Merci beaucoup, René Cochard. Merci beaucoup, Xavier. Si vous avez... Pardon? C'était un bon moment partagé avec vous. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. À bientôt. À bientôt.